Et avec cette nouvelle étude à la une pour commencer, 2 fois plus de Françaises seront allergiques dans les 30 ans qui viennent. Comment établit-on cette projection et que dit-elle de notre sensibilité ou de notre hypersensibilité? J'accueille 2 spécialistes en studio. Elle est allergologue à La Rochelle, mais aujourd'hui à Paris. Isabelle Bossé, bonjour. Bonjour. Je dis aujourd'hui à Paris parce qu'il y a un grand congrès, le 14e des allergologues francophones. Vous êtes 2500 à vous réunir en ce moment au Palais des Congrès. L'actualité est aussi là. Et Madeleine Epstein, allergologue à Paris. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux préoccupations des auditeurs qui sont peut-être eux aussi allergiques. On peut faire un constat aujourd'hui, Madeleine Epstein, c'est que trop d'allergiques s'ignorent. Et les spécialistes que vous êtes sont là pour les aider, justement. Absolument. Les problèmes, les symptômes des allergies ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire que quand on éternue, ça peut être une allergie, ça peut être un rhume, ça peut être une irritation. Et donc, en fait, le côté récurrent doit alerter. Et il y a un moment où les gens devraient se dire, tiens, peut-être que c'est une allergie et peut-être que je devrais se consulter. Alors, c'est valable pour les éternuements qui peuvent être bénins mais qui peuvent être des fois invalidants, puis surtout pour les symptômes respiratoires, pour les symptômes cutanés récidivants, il y a tout un tas de choses qui devraient alerter et puis pour lesquelles effectivement on se dit c'est banal. L'idée ce n'est qu'une allergie, elle est, ou ça pourrait n'être qu'une allergie, elle est mauvaise. Le problème des allergiques, c'est la reconnaissance du problème que leur posent leurs allergies au quotidien et puis quand même la notion de gravité potentielle. Et puis éventuel mauvais traitement, c'est-à-dire que des rhinites régulières soignées par exemple, mal soignées aux antibiotiques, ça peut être grave aussi à terme pour la santé du patient. En fait, il n'y a pas mal soigné. Mal diagnostiqué alors. Voilà, parce que s'il y a besoin d'antibiotiques, on va donner les antibiotiques, mais le problème c'est, y a-t-il besoin d'antibiotiques? Est-ce qu'on est devant une infection qui justifie un traitement antibiotique? Auquel cas, effectivement, si on donne des antibiotiques, on a le problème de risque de résistance, on a un problème de santé publique à donner des antibiotiques quand ils ne sont pas nécessaires, bien entendu. Par exemple, en ce moment, Isabelle Bossé, on pense à tous ceux qui sont allergiques au pollen de chêne, pollen de bouleau. C'est un peu la période là. Alors en ce moment, oui, surtout dans la région parisienne, parce qu'à La Rochelle, il n'y a pas beaucoup de pollen de bouleau. Donc je ne suis pas trop confrontée à ça, mais région parisienne, le nord, l'est de la France, un peu vers la vallée du Rhône aussi, il y a énormément de bouleau, et c'est dans les premiers arbres qui pollinisent au début du printemps. Ça a commencé fin mars, même en février, il y a eu un pic au moment où il a fait très très beau, les 15 jours de grand soleil, chaleur du mois de février, il y a eu une recrudescence d'allergies très très importante. Et qui se traduisent vraiment par des symptômes respiratoires essentiellement. Alors essentiellement, oui, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, des éternuements, de l'asthme, de la toux, donc ça peut être quand même des symptômes relativement sévères. On commence la saison de pollen, on y entre vraiment là, et elle va durer jusqu'à fin juin, début juillet, avec quelques patients qui sont même gênés jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est pas ça. L'allergie au pollen, il y a quelques décennies, se résumait à 15 jours, 3 semaines par an. C'est ce qu'on appelait le rhume des foins. Voilà, le fameux rhume des foins. Et donc maintenant, on voit des patients qui commencent à être gênés dès le mois de février et qui peuvent être embêtés jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est plus une pathologie bénigne et banale comme autrefois. Et est-ce qu'on peut devenir, au fur et à mesure de sa vie, allergique et notamment allergique au pollen à 40, 50, 60 ans? Absolument, on peut devenir allergique à tout âge. Ah oui. Donc c'est à peu près le message qu'il faut faire passer. Alors bien sûr, il y a une population, une tranche d'âge qui est beaucoup plus touchée, l'adolescence et adultes jeunes. C'est à peu près cette tranche d'âge-là qui est la plus impactée. Mais même les plus petits et les personnes plus âgées, on peut voir maintenant des choses qu'on disait totalement fausses auparavant. À partir de 50 ans, il n'y a plus d'allergie. C'est totalement faux. On voit des personnes de 70 ans, 75 ans qui démarrent des allergies alors qu'ils n'ont jamais été allergiques de leur vie. Vous rejoignez votre consoeur là-dessus, madame. Moi, j'ai un cas récent, 88 ans de découverte d'une allergie alimentaire à la crevette. Quelqu'un qui avait mangé des crevettes toute sa vie et qui est venu en me disant, docteur, je comprends pas, la dernière fois que j'ai mangé des crevettes, je me suis couvert d'urticaire. Et alors là, il faut faire attention parce que quand vous avez deux choses contemporaines, ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité. Donc il faut bien prouver, il ne faut pas dire juste j'ai mangé des crevettes et puis j'ai eu des éruptions. Donc on fait le bilan et là on s'aperçoit que réellement il y a une allergie à la crevette. Et il faut faire finalement des enquêtes. Quand vous recevez des patients, il y a quasiment un interrogatoire, en tout cas un questionnaire pour être plus précis, qui cherche à définir une ou plusieurs causes dans l'allergie. Alors je ne sais pas si, par exemple, quand vous avez une personne qui est plutôt allergique aux poils d'animaux, qu'est-ce que vous recommandez? J'ai entendu quand même certains allergologues dire débarrassez-vous de vos chats, de vos chiens. Ils ne viennent pas nous voir pour qu'on leur dise ça. Non, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pas très efficace. Non, on les accompagne dans le problème, donc on voit avec eux comment on peut gérer par rapport à est-ce que vous pourriez sortir le chat de la chambre?
Oui. et laver tout ce qui est à l'intérieur de la chambre. On peut commencer comme ça, leur dire les allergènes se mettent dans les textiles, est-ce qu'on pourrait supprimer les textiles, laver les textiles? On y va progressivement, on leur donne des médicaments. Et puis ensuite, on a quand même une arme efficace qui est le traitement de désensibilisation. Ah oui, et ça fonctionne sur les poils d'animaux? Pas mal. Oui. C'est ce que Sur vous le voyez poil de de manière chat. assez contemporaine, justement, Isabelle Bossé, les allergies qui peut-être se multiplient parce qu'on aime nos animaux et qu'on vit plus avec eux, ou c'est... Alors c'est très compliqué. Très compliqué. Le problème, il y a eu il y a quelques années un article qui disait est-ce qu'il faut avoir un chat ou 20 chats? Et en fait, ça n'avait pas donné, on n'avait pas de réponse à la question. Oui. En fait, le fait d'avoir souvent, en particulier le chat, hein, c'est plus vrai pour le chat qui est le plus allergène des animaux domestiques, certains patients s'auto-désensibilisent, si je peux me permettre cette expression qui est totalement fausse sur un plan scientifique, Oui. mais s'auto-désensibilisent à leur propre animal. Donc en fait, ils s'habituent à une certaine dose d'allergènes qui sont les allergènes propres de leur animal. En revanche, ils sont très très gênés quand ils sont en contact avec le chat de quelqu'un d'autre auquel ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés. C'est assez Donc intéressant, ça. on peut avoir aussi ce cas de figure. Oui, il y a des chiffres qu'on va mettre en perspective jusqu'à 10h ce matin avec vous, 2 allergologues, Isabelle Bossé, Madeleine Epstein. Une personne sur 4 sensible aujourd'hui, allergique aujourd'hui, mais bien davantage d'ici 2050. C'est une projection qu'on espère enrayer, mais comment justement on peut se projeter en considérant que dans l'état actuel des choses, un Français sur 2 pourrait devenir allergique à l'horizon de 30 ans. On fait le tour de la question, n'hésitez pas à nous appeler, le standard est ouvert et on vous attend sur toutes vos allergies du moment. Au 39-21, tout de suite avec Wendy Bouchard. Le tour de la question sur les allergies jusqu'à 10h avec 2 allergologues qui sont parmi nous et qui sont à Paris à l'occasion d'un congrès, au Palais des Congrès. Sur le sujet, on entre dans une période critique là, Wendy Bouchard. Absolument, les allergies au pollen, alors cyprès, bouleau, chêne, vous êtes peut-être directement concernés, mais on va parler de toutes les allergies, alimentaires aussi, cutanées aussi, avec 2 femmes, Isabelle Bossé, Madeleine Epstein, allergologue en effet. Julie, une spécialité reconnue comme telle depuis combien de temps, Madeleine Epstein? Depuis le 29 décembre 2016. C'est très récent. Ah oui. Et pourquoi on ne considérait pas que vous faisiez un travail scientifique ou médical? On a eu du mal à faire reconnaître, c'est le problème de la spécialité transversale qui touche à beaucoup d'organes. Oui. Donc en fait les spécialistes d'organes considéraient qu'eux pouvaient gérer les allergies, Oui. ce qui peut se concevoir. Mais nous on pensait que c'était mieux d'avoir une prise en charge globale du patient avec tous les organes atteints, avec toutes ses allergies. D'accord. Il y a un tronc commun à la médecine quand on devient allergologue? Comme toutes les spécialités, vous Oui. commencez par faire des études de médecine et puis donc maintenant, depuis novembre 2017, on a des internes en médecine qui prennent des postes pour faire un internat en allergologie. Oui. Donc on choisissait sa spécialité. Maintenant, dans le choix des spécialités, on a l'allergologie. On en est ravis. Malheureusement... Oui, attention, les chiffres. Écoutez Julie, il y a 18 millions d'allergiques en France. Combien d'allergologues, Isabelle Bossé? 450 allergologues exclusifs. Mais non. 450 allergologues pour 18 millions de patients. Mais non. Il y a Plus un certain nombre de collègues, à peu près 600, qui sont spécialistes de pneumologie ou de dermatologie, Qui développent ces compétences, ou ouais. d'ORL ou de pédiatrie, voilà, c'est à peu près, et qui ont des compétences en allergologie et qui, heureusement, sont là pour également prendre en charge les patients allergiques, parce que ça fait quand même en tout que 1400 personnes, et 1400 personnes pour 18 millions de gens, c'est pas beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on a dans les pharmacies les fameux antihistaminiques, j'allais dire en libre accès aujourd'hui, peut-être pour soulager les spécialistes qui ne sont pas suffisamment en nombre. Déjà Madeleine pour Epstein. soulager les patients. Oui, oui, c'est sûr. Parce que c'est la première ligne de... En effet, bonne lecture C'est de la la première chose. ligne de traitement. Et effectivement, si un antihistaminique est efficace, il ne faut surtout pas que les patients se privent d'en prendre. Après, quand ça ne suffit pas, on peut les aider. Donc c'est bien que ces médicaments soient en libre accès. Ah oui. D'accord. On ne risque pas de se désensibiliser justement et d'être moins réactif ensuite à ce traitement? Non, pas du tout. En fait, quand on dit 18 millions de patients et 1400 allergologues, on peut exclure une partie des patients qui sont des patients très légers, avec voilà, il reste encore des patients qui ont allergies très des allergies très ponctuelles, par exemple exclusivement aux chats et uniquement quand on va chez des personnes qui ont des chats parce qu'on n'a pas de chat chez soi, des pollens qui ont des durées de pollinisation très courtes, oui. ou des petites allergies aux acariens qui se développent que
quand on est vraiment dans un milieu extrêmement riche en acariens, avec beaucoup de poussière, etc. Et sinon, tous ces patients-là, heureusement, soit prennent des antihistaminiques en vente directe chez le pharmacien, conseillés par le pharmacien ou par leur médecin généraliste. Et heureusement, la majorité des patients est prise en charge comme ça. En fait, l'allergologue, il est un petit peu au bout de la chaîne. On voit, nous, pour les cas les patients, plus sévères, voilà, les cas les plus sévères qui ont vraiment besoin de traitements spécifiques, quoi. Vous êtes 2500 allergologues à participer à ce congrès, allergologues du monde entier, du monde francophone, avec un fil rouge, allergie et microbes. Pourquoi on associe les deux, Madeleine Epstein? Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, le système immunitaire, le fonctionnement du système immunitaire repose sur notre microbiote. Nous avons dans notre corps plus de bactéries que de cellules. Ah oui, oui. Et ces bactéries, finalement, jouent un rôle majeur dans l'orchestration du système immunitaire. C'est toutes les publications, mais dans toutes les disciplines, tournent autour du rôle du microbiote. Et le microbiote, il est défini par rapport à notre environnement aussi, de plus en plus? C'est exactement ça. D'où le problème de relation entre le microbiote et la biodiversité. Oui. Et si vous voulez, la perte de la biodiversité, ça paraît hallucinant vu de l'extérieur quand on n'a pas étudié la question. La perte de la biodiversité entraîne une modification du microbiote, et cette modification du microbiote entraîne des modifications du fonctionnement du système immunitaire dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'on parle de recrudescence allergique aujourd'hui. C'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est terrible. Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire un lien cohérent entre réchauffement climatique, par exemple, et recrudescence d'allergies respiratoires, Isabelle Bossé, ou pas aussi spécifiquement? C'est toujours très difficile parce qu'on manque un petit peu de recul. Il faut encore des études, etc. Mais on sait absolument maintenant qu'un certain nombre de pathologies respiratoires s'accroissent au moment des pics de pollution, par exemple. Oui. Le réchauffement climatique a augmenté la teneur en pollen dans l'atmosphère depuis 10, 15, 20 ans. Les pollens sont plus agressifs aussi. Les pollens sont plus agressifs, sont plus nombreux, sont présents plus longtemps. Mais il y a un lien complètement évident entre notre environnement, mais notre environnement au sens large. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'environnement, pollution, on pense à l'air qu'on respire. Alors évidemment, c'est très très important. Une émission sur l'air irrespirable, c'est voilà, quelque chose. C'est terrible. On pense à l'air, mais il faut aussi penser à l'alimentation, aux médicaments, aux infections. Enfin, il y a tout un panel de choses qu'on peut appeler sous le vocable environnement, qui est beaucoup plus large que simplement l'air. Avec 18 millions de patients allergiques, 3 millions de patients plus graves. Et je redonne un chiffre, en 40 ans, la proportion d'allergiques a été multipliée par 5. Voilà comment, en effet, la modification de cette biodiversité que vous décriviez a modifié aussi notre résistance. On parlera des antibiotiques, on parlera des intolérances ou des allergies alimentaires qui sont de plus en plus nombreuses, avec des organismes fragilisés à tout âge de la vie et avec des allergies qui peuvent aussi intervenir à tout âge de la vie. Vous nous parliez de cette patiente de 88 ans. Madeleine Epstein, allergologue à Paris, Isabelle Bossé, allergologue à La Rochelle, présidente du syndicat français des allergologues, co-auteur du livre noir des allergies. On va y venir aux éditions de l'Archipel. À tout de suite avec toutes vos réactions. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux si on les relaie, Julie. Bien sûr, on vous lit avec le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux et on vous écoute au 3921. Nous nous intéressons aux allergies ce matin, respiratoires, cutanées, alimentaires, et cela à l'occasion du grand congrès francophone d'allergie en ce moment à Paris, au Palais des Congrès, le bien nommé. Vous êtes faites partie de ces Français sur 4, 18 millions de Français qui souffrent d'une allergie aujourd'hui, toute forme d'allergie. Nous avons, mesdames, Madeleine Epstein et Isabelle Bossé, vous qui êtes toutes les deux allergologues, un message sur Twitter, hashtag le tour de la question de Caudaléa. Alors elle nous dit, c'est très intéressant, il y a 3 ans, elle a été prise en charge par un nouvel allergologue qui, grâce à un protocole expérimental, a réussi à lui faire réintégrer quasiment tous les fruits et légumes dans son alimentation. Elle a pu remanger des pommes, des abricots, des carottes râpées. Ça faisait 25 ans qu'elle n'en mangeait pas. Et il se trouve que cette personne, homme ou femme, je ne sais pas, est allergique au bouleau et aux fruits. Oui. Ça veut dire quoi, Madeleine H? On peut être à la fois dans une allergie respiratoire et alimentaire? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le bouleau, c'est un arbre de la famille qu'on appelle Bétulacées. Dans cette famille, vous avez le noisetier. Oui. Ce sont les mêmes fleurs, c'est des chatons, c'est des fleurs allongées qui apparaissent avant les feuilles, et c'est pour ça que ce sont les premiers pollens qui sortent en janvier-février. Et donc, si on regarde le noisetier, qui est un arbre fruitier, la fleur se transforme en fruit, la noisette, et donc vous retrouvez dans la noisette la même structure allergisante qu'il y a dans le pollen. Ah, d'accord. Et donc, vous avez noisetier-noisette, et par des similitudes botaniques, vous avez un groupe
de fruits et légumes qui contiennent tous cet allergène. Le plus fréquent étant la pomme qui croise, on appelle ça croiser quand on a l'allergène dans les deux, enfin c'est associé avec le pollen de bouleau. Et pour nous, cette association pomme-bouleau, elle est devenue extrêmement fréquente et dans cette famille de fruits de la famille des rosacées, vous avez tous les fruits d'été à noyaux, c'est-à-dire la pêche, la prune, la cerise, et puis vous en avez des dizaines. Donc ça peut être la carotte, le céleri, le soja. C'est incroyable. Il suffit que l'allergène soit identique finalement. Voilà, alors il n'est pas tout à fait identique d'un fruit à l'autre, ce qui fait que d'une manière qu'on n'explique pas très bien, vous avez certains patients qui vont dire moi c'est la pomme, moi c'est la cerise, moi c'est la poire, et ben maintenant moi ça me fait pas ça, mais puis de temps en temps ça va être aussi le melon et la banane qui sont même pas... Il y en a... Oui, non, mais qui sont même pas dans la famille. Ah ouais, c'est incroyable. Et donc on peut pas... Alors il faut surtout pas interdire aux patients de manger des fruits qui tolèrent, mais on peut les avertir, si un jour vous avez un fruit qui vous gratte la bouche, la gorge, le palais, on en parle et on voit comment on peut prendre ça en charge. Alors, on a beaucoup d'auditeurs qui arrivent à l'instant, Anne-Marie, Bernadette, Florent, Charlotte Arrigoni qui est avec nous dans cette émission et au standard. Vous faites ce que vous voulez, Charlotte, vous prenez qui vous voulez parce qu'il y en a beaucoup. Florent, je vous lis en tout cas Florent, temps de liberté. Florent nous appelle de Montélimar. Une question pour vous, les aftes sont-ils dus aux allergies, Isabelle Bossé? Oula, les aftes, c'est quelque chose de très compliqué. Toutes les pathologies buccales sont des pathologies complexes qu'on a un petit peu de mal à identifier sur un plan étiologique. Ça peut être viral, ça peut être juste de l'érosion par des aliments. Tout le monde connaît les aftes après avoir mangé du gruyère ou des noix. Oui. En même temps, oui, il peut y avoir des symptômes buccaux, puisque l'aliment qu'on avale passe par la bouche. Donc les aftes peuvent éventuellement être le signe d'une allergie locale à un aliment en particulier, donc ce dont on vient de parler, les fruits et les légumes crus. Qui doit nous faire réagir aussi. Comment on sait qu'on est allergique avant d'avoir les symptômes d'une allergie? On peut, avec un allergologue, essayer de faire des tests un peu préventifs, Madeleine Epstein? C'est pas pertinent de faire du prédictif, parce qu'en fait, le diagnostic d'allergie, c'est une somme de facteurs concordants. C'est pas juste un test. On a des tas de gens chez qui on trouve des tests positifs, et quand on leur demande, par exemple, on fait des tests au pollen, et puis moi je fais toujours un chat en passant pour voir, le test est positif, et je demande au patient, vous avez un problème avec le chat? Il va me dire non. Oui. Donc, un test isolé ne veut rien dire. Ça veut dire que peut-être un jour, il aura, ou peut-être il a déjà eu, il a plus une allergie au chat. On a toujours le marqueur, mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir le symptôme. Donc, faut surtout pas se fier à un élément isolé pour faire un diagnostic d'allergie. Et vous nous disiez d'ailleurs pendant la pause, Isabelle Bossé, puisqu'on parlait des chats, qu'on peut avoir vécu 15 ans avec des chats à la maison, partir pour une raison quelconque, quelques semaines, quelques mois, et revenir et développer une allergie aux chats. Oui, tout à fait. Comment on explique ça? C'est une rupture de tolérance, en fait. Comme on disait tout à l'heure, on peut s'habituer, entre guillemets, au chat en particulier. Oui. Et quand c'est souvent le cas des adolescents qui partent faire leurs études un petit peu loin de la maison et qui reviennent de temps en temps le week-end, et quand ils reviennent le week-end, ils déclenchent des manifestations au contact de leur chat, alors qu'ils l'ont depuis toujours et qu'ils l'ont toléré pendant des années. Et en fait, c'est une rupture de tolérance. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de se séparer de l'allergène fait qu'on déclenche des manifestations allergiques à ce moment-là. Anne-Marie et Jocelyne sont avec nous. Anne-Marie, bonjour. Vous êtes au 3921. Vous nous appelez de Gap, de la ville de Gap. Oui, bonjour. Alors voilà, moi je vous appelais, excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Je vous appelais pour parler de l'hypersensibilité chimique multiple, qui a des symptômes qui ressemblent fortement à l'allergie. Excusez-moi. Hypersensibilité chimique multiple, ça veut dire quoi? Oui, ou appelé aussi MCS, ça veut dire qui quoi? n'est absolument pas reconnu en France. C'est-à-dire, je vous explique en gros, depuis quelques années, quand je suis en présence avec quelqu'un dans une pièce qui a un tout petit parfum, une crème rouge à lèvres, je me mets à avoir des brûlures aux yeux, à la gorge, au nez, à avoir des crises d'asthme. Ça concerne aussi, ça va être les peintures, ça va être les produits d'entretien. Oui. Je n'arrive plus à vivre dans une vie normale. Ça veut dire que ça passe par l'odorat d'abord? Oui et non. Il peut y avoir... déjà, on a un odorat qui est hyper développé. Alors, on peut sentir des choses très loin, mais on peut avoir des réactions comme ça sans avoir senti quoi que ce soit. C'est incroyable, ça. Alors, on nous oriente vers des psychiatres. Dans plein de pays en Europe, c'est reconnu, en Allemagne, aux États-Unis. Et la France dénie complètement ce que nous vivons. Alors on se retrouve à vivre, des fois certains vivent dans leur voiture. C'est fou ça. Parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler. Anne-Marie, on est pris pour des fous. Et je sais que il n'y a pas de marqueur. On nous fait des tests d'allergie.
on ne retrouve rien. Mais nous, on vit une vie de fou. Alors, Anne-Marie, c'est un phénomène, cette hypersensibilité chimique qui commence à être reconnue quand même en France un peu, Madeleine Oui, Epstein. on en parle. On voit des patients qui ont ça. On sait que ça existe. On sait qu'ils ne sont pas fous. On est juste démunis parce que, comme elle dit très bien, on n'a pas de marqueur, c'est pas des allergies. Si vous voulez, nous, on définit l'allergie comme une réaction du système immunitaire antigène-anticorps. D'accord. Et il y en a qu'on sait identifier et il y en a où on sait que c'est allergique et on n'a pas de marqueur. Et là, on sait pas de quelle manière ça fonctionne. On sait que les gens qui décrivent ça, ils le vivent réellement et que c'est une grande souffrance pour eux et que effectivement ça leur pourrit la vie. On le sait. Vous ne pouvez pas les soulager. Eh ben, on est bien ennuyé pour le moment. Ah oui. Bon, bah écoutez, Anne-Marie, mais il y a quand même un pas vers la reconnaissance du problème, qui est quand même important parce que quelqu'un qui est en souffrance comme ça, on doit pouvoir dire mais effectivement vous souffrez, c'est pas dans votre tête parce que c'est insupportable de renvoyer les gens à eux-mêmes quand ils sont dans une souffrance pareille. Merci de cette réponse à Anne-Marie. Jocelyne, dans un instant au standard pour parler des allergies peut-être plus classiques. Elles sont respiratoires, elles sont cutanées, elles sont alimentaires. Elles concernent 18 millions de Français aujourd'hui, mais peut-être un Français sur deux à l'horizon 2050. À tout de suite sur Europe 1. Les allergies au programme, et elles sont nombreuses et variées. On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités. Avec Madeleine Epstein, allergologue à Paris, avec Isabelle Bossé, allergologue à La Rochelle, qui est avec nous parce qu'il y a en ce moment et encore aujourd'hui le 14e congrès francophone d'allergologie, des professionnels de santé qui se réunissent pour parler de cette pathologie qui touche 18 millions de Français. Et Isabelle Bossé, vous avez coécrit le livre noir des allergies aux éditions de l'Archipel, où vous examinez les différents types d'allergies, aussi bien le pollen, les acariens, les poils d'animaux, l'alimentation, la pollution, toutes les raisons qui nous rendent allergiques. Il y a un facteur héréditaire dans les allergies. Oui, il y a des familles d'allergiques. C'est pas une obligation, mais très souvent, quand on interroge les patients, on leur demande bien évidemment leurs antécédents familiaux et on retrouve un oncle, une grand-mère qui a été asthmatique, même si l'allergie n'a pas été proprement diagnostiquée à cette époque-là. Mais et très souvent, on a des fratries avec plusieurs enfants qui sont allergiques, mais pas que, parce qu'il y a des allergies qui surviennent malheureusement pour des patients qui n'ont strictement aucun antécédent familial. Et donc, ce sont des néo-allergiques, on va dire, qui démarrent une allergie à n'importe quel âge de la vie sans avoir forcément d'antécédents. Et vous parliez d'asthme. L'asthme, c'est une allergie ? L'asthme, chez l'enfant, 90 ou 95% des asthmes sont d'origine allergique. Chez l'adulte, c'est un petit peu moins. On estime à peu près à 60%. Est-ce que chez les enfants, l'origine allergique de l'asthme peut être aussi liée à une allergie alimentaire ? Oui, tout à fait. Aussi ? Oui, tout à fait. Les crises d'asthme peuvent accompagner des consommations d'aliments. C'est d'ailleurs un des facteurs de risque importants de l'allergie alimentaire. En fait, dans ce qu'on appelle le choc anaphylactique, qui est la réaction allergique la plus sévère, on peut dire la cacahuète, la crevette, la noix de cajou, et j'en passe. On peut faire des réactions qui sont banales, avec un peu d'urticaire, etc. Mais on peut aller jusqu'au choc anaphylactique avec perte de connaissance et quelque chose de très très grave. Et souvent, le point de gravité de ces chocs, c'est la crise d'asthme. Voilà, donc il faut être très très vigilant et en effet aussi consulter des allergologues. Alors vous êtes aussi spécialisé pour les enfants ou pour les adultes avec des allergies qui sont parfois plus pédiatriques que propres aux adultes, Madame Epstein. On a beaucoup d'enfants. On a beaucoup d'enfants allergiques et effectivement la grosse évolution défavorable de ces dernières décennies, c'est l'apparition, l'explosion des allergies alimentaires. Oui. Vous le mettez sur quel compte ? Sur le dos de quoi ? De notre environnement ? Oui, il y a les modifications du mode de vie. Alors, il y a les modifications de l'environnement et il y a la modification de la manière dont on s'alimente. Et ce qu'il y a dans notre alimentation. Et de ce point de vue, il y a des études récentes que tout ce qui est nourriture transformée, c'est extrêmement néfaste quand on fait le cracking d'un aliment et qu'on vous vend séparément les glucides, les protéines et les lipides. Chaque aliment, quand il y a sirop de glucose, c'est du sucre. Oui, mais non, du sirop de glucose en plus dans un aliment transformé, c'est tout à fait délétère pour tout l'équilibre de l'organisme. Bon, on en revient toujours à la même chose, c'est mieux de cuisiner chez soi à la maison. Si on achète ses matières premières, c'est mieux. On a moins de problèmes. Nous sommes avec Jocelyne au 39-21 depuis Champs-sur-Marne sur Europe 1. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. Voilà, écoutez, je suis heureuse que cette émission se fasse aujourd'hui parce que moi, j'ai un problème qui est tout à fait récent et nouveau. J'ai jamais été allergique de ma vie. Et l'été dernier, je me suis fait piquer par un frelon asiatique. Donc là, il a fallu faire tout de suite en urgence
commence un traitement, etc. Seulement depuis, le problème, c'est que je suis devenue allergique, je ne sais pas si c'est ça. Et dès que je suis dans la rue, je suis allergique au froid, à l'humidité, au vent. C'est-à-dire que souvent on dit le froid pique, tout me pique. Comment ça se manifeste? C'est-à-dire c'est cutané? Ça commence à me piquer partout, je deviens toute rouge et ça enfle, mais même si ça me tape au visage et que je suis habillée, je peux avoir des cloques et ça me gratte de partout. Ça peut être sur les jambes, ça peut être sur le ventre, mais les poignets. Et dès que je rentre à la maison, même si je ne suis sortie que 5 minutes, il faut que j'enlève tout ce qui est sur moi et qui peut être en synthétique, bien sûr. Et là, je prends des antihistaminiques pour calmer. Alors, j'avais vu mon médecin généraliste au préalable, qui m'avait dit que c'était parce que peut-être on m'avait donné trop longtemps un traitement avec de la cortisone, avec je ne sais trop quoi, et que j'avais une réaction épidermique, j'étais devenue ultra sensible. Il m'a donné un traitement moins fort, mais pendant 3 mois pour passer un peu le cap. Ça a eu l'air d'aller mieux, et puis après c'est reparti. Voilà, donc maintenant je viens de prendre un rendez-vous, ça sera le premier de ma vie avec un allergologue pour le mois prochain. Mais je voulais savoir ce que vous en pensez, et voilà, parce qu'apparemment c'est quand même nouveau. Vous avez quel âge, Jocelyne ? J'ai 64 ans. Donc pour la première fois dans votre vie, à 64 ans, la première fois. Voilà, vous avez été piqué par un frelon asiatique et vous avez constaté que vous étiez allergique. Et cette hypersensibilité de la peau, comment vous l'interprétez, Madeleine Epstein ? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plurifactoriel. Vous avez des sommes de facteurs qui vont s'additionner pour exprimer le symptôme. Et puis malheureusement, Jocelyne, elle devait avoir une prédisposition à faire ce type de réaction que son organisme contrôlait jusque-là. La piqûre de frelon a été la gâchette qui a déséquilibré le fonctionnement de son organisme, et à partir de là, le problème, il est sorti. Ça n'a pas forcément à voir avec les traitements qu'elle a reçus, mais bien entendu, il faut qu'elle prenne maintenant des traitements pour être confortable, parce que ce qu'elle vit est assez insupportable. Et je suis très contente qu'elle ait pris rendez-vous avec un confrère qui va pouvoir l'aider, lui expliquer ce qui se passe et lui donner le bon traitement qu'il faudra prendre le temps que ça va durer, et on ne peut pas dire combien de temps ça va durer. Merci Jocelyne, voilà pour cette réponse. Jean-Michel est un peu dans la même veine, il nous écrit du Kremlin-Bicêtre. Il a été piqué, Isabelle Bossé, à plusieurs reprises par des guêpes, et l'année dernière, la fois de trop, un choc anaphylactique, vous en parliez. J'avais 4 de tension, les pompiers m'ont transporté en urgence à l'hôpital. Y a-t-il un système de désensibilisation aux piqûres de guêpes, Isabelle Bossé ? Oui, absolument. C'est l'indication, on va dire la première indication en matière de désensibilisation, pour 2 raisons. D'abord parce que la vie du patient est menacée lors d'une piqûre suivante. En règle générale, ça s'aggrave d'une fois à l'autre. D'accord. Donc là, s'il a déjà eu un choc très sévère avec 4 de tension, je pense qu'il vaut mieux qu'il ne se fasse pas repiquer. Oui. Mais il n'y a rien à faire ? Alors si, on désensibilise, bien sûr, et c'est la seule désensibilisation qui marche à 99,9%. Donc comme quoi, là on est là-dessus, on est très content et satisfait des résultats, parce que alors ça dure 5 ans, le traitement dure 5 ans, mais dès qu'on est sorti de ce qu'on appelle une immunothérapie accélérée qui se fait en milieu hospitalier pour des raisons de sécurité, en une journée, en général ça se fait, on est déjà protégé contre l'équivalent de 3 piqûres. Et comment ça marche, l'immunothérapie accélérée? C'est à base de petits médicaments, de piqûres, de piqûres de venin. Ah oui, tout simplement. Voilà, tout simplement. Immunise. Eh bien, merci beaucoup. Juste après la pause, Marie-Claude veut réagir également, 39 21. Êtes-vous allergique, et de quelle forme d'allergie souffrez-vous? Allergie ou intolérance? On en parle jusqu'à 10h avec vos échanges croisés. Nos spécialistes sont là pour vous répondre, Julie. Qu'elles soient alimentaires, respiratoires, dermatologiques, comment expliquer l'explosion des allergies? Quelles sont les solutions pour les combattre? On fait le tour de la question jusqu'à 10h. Et on parlait à l'instant des piqûres de frelons, de guêpes, avec Madeleine Epstein et Isabelle Bossé, toutes 2 allergologues, l'une à Paris, l'autre à La Rochelle. Vous faites partie de ces 450 spécialistes sur le territoire pour 18 millions de patients. Il y a quand même un petit problème d'équation à résoudre. Pour les adultes, mais aussi pour les enfants, Caroline nous écrit sur Twitter. Les procédures de désensibilisation dont vous parliez, mon petit garçon de 5 ans finit aux urgences chaque fois, peuvent commencer à partir de quel âge? À partir de 5 ans. Ah ça tombe bien, d'accord. C'est la même voilà, forme c'est le même système exactement pour les adultes. En même temps, les réactions sévères aux piqûres d'hyménoptères, abeilles, guêpes, frelons, sont beaucoup plus rares chez l'enfant. C'est plutôt une pathologie de l'adulte, mais c'est la même chose. Vous déplorez de manière un peu générale, Isabelle Bossé, dans votre ouvrage Livre noir des allergies aux éditions de l'Archipel, que ces allergies ne soient pas reconnues finalement comme des épidémies. Il y a un peu de ça?
Il y a un peu de ça, parce qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, le nombre d'allergiques a été multiplié par 5 en 30-40 ans. Et ça a surtout été, on a vu cette explosion des allergies respiratoires. Et depuis 10 ans, on est en train de constater, sans avoir beaucoup de moyens d'agir, de constater la même progression pour les allergies alimentaires et médicamenteuses, mais surtout pour les allergies alimentaires. Et donc, on a l'impression qu'on va voir exploser le nombre d'allergiques alimentaires pour lesquelles on a quand même beaucoup moins de solutions que pour les allergies respiratoires. C'est-à-dire qu'elles peuvent durer longtemps, les allergies alimentaires? Alors, elles peuvent durer toute la vie, hein, pas toutes, mais certaines. Et puis, pour l'instant, on n'a pas encore de désensibilisation pour les allergies. Il y a des protocoles qui se font dans des services hospitaliers très pointus pour induire des tolérances à l'arachide, par exemple, mais on n'a pas de désensibilisation de manière facile et courante pour les allergies alimentaires, ce qui veut dire pour les patients une éviction de l'allergène, donc une suppression. Alors quand on est allergique uniquement à un allergène, on arrive à s'en sortir, mais quand on cumule, un enfant cumule par exemple le lait, l'œuf et la cacahuète, ça commence à devenir très compliqué de se nourrir, d'aller à l'école, etc. Et donc c'est un impact sur la qualité de vie qui est très très important. On parlera des protocoles justement aussi à l'éducation nationale. Nous avons Geneviève avec nous au Standard d'Europe 1 3921. Bonjour Geneviève. Bonjour madame, voilà. Eh bien écoutez, j'ai 75 ans et du jour au lendemain, j'ai développé une intolérance au lactose. On a mis 10 mois et demi avant de me trouver cette allergie, cette intolérance. Bon, j'avais très très mal à l'estomac, aux intestins, enfin j'avais des nausées, enfin pas mal de problèmes. J'ai fait un tas d'examens, coloscopie, enfin voilà, j'ai beaucoup de choses. Et puis maintenant, on m'a trouvé une intolérance au lactose. Bon, ça m'a occasionné des problèmes oculaires. Ça m'a déclenché peut-être, on dit que non, mais enfin ça m'a très fatiguée, j'ai beaucoup maigri. Et à la suite de ça, j'ai eu des malaises, un malaise cardiaque même, et il a fallu me mettre un pacemaker. Enfin, Alors, est-ce que tout est lié? On ne peut pas vous faire une consultation en direct, chère Geneviève, mais en l'occurrence, c'est intéressant de nous parler aujourd'hui d'intolérance. Déjà, pour faire le distinguo entre intolérance et allergie, Madeleine Epstein. C'est différent, hein? Alors, c'est différent, oui. Mais avec des symptômes c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une allergie, pour nous, enfin au sens médical du terme, c'est une réaction immunitaire antigène, anticorps ou antigène et cellules réactives du système immunitaire. Une intolérance, l'intolérance au lactose, c'est juste un déficit enzymatique. Vous n'avez pas l'enzyme Vous n'avez pas l'enzyme pour digérer le lactose. Le lactose, c'est un sucre. La majorité des allergènes, donc des structures qui donnent des réactions allergiques, antigènes, anticorps, sont des protéines. D'accord. Donc, il n'y a pas d'écrit, enfin, sauf cas exceptionnel, d'allergie au sucre. En tout cas, pas au lactose. Ah donc c'est plutôt protéines de lait. C'est le lactose, c'est le sucre du lait. Donc quand on a une intolérance au lactose, c'est qu'on n'a plus l'enzyme pour digérer le lait. Ce qui est normal pour 85% de la population mondiale, puisque nous, occidentaux, nous sommes des mutants. Nous avons conservé la lactase, qui est l'enzyme qui digère le lactose, parce que nous avons le lait de vache à d'autres dispositions. Mais pourquoi les enfants tolèrent le lait et pas les adultes, moins les adultes? Mais justement, tous les mammifères sont allaités. Oui. Et donc forcément, pour pouvoir survivre, il faut qu'ils puissent digérer le lait et qu'ils aient la lactase pour digérer le lactose. Une fois qu'ils sont sevrés et qu'ils ne sont plus supposés boire de lait, ils n'ont plus besoin de cette lactase, donc ils la perdent. Et c'est pour ça que 85% de la population mondiale ne possède plus de lactase. Vous allez en Asie, en Afrique, les gens ne boivent pas de lait. Ils mangent du fromage, ils boivent du lait fermenté. C'est différent. Bien sûr, c'est fermenté. Parce que là, le lactose est fermenté, c'est plus du sucre. Oui. Et donc ça se passe comme ça normalement. Mais ça veut dire que pour bien faire, on devrait, une fois que le bébé est sevré ou qu'il quitte le sein maternel, ne pas lui donner de lait? Non, c'est pas pour bien faire, nous on s'est adapté. On a un environnement qui nous fournit du lait de vache, pourquoi pas en profiter? On en profite, on en boit. Et donc du coup, on a muté, on a gardé cette enzyme. Oui. Mais Geneviève, elle l'a perdu par exemple. Geneviève, elle l'a perdu. Oui. Elle l'a épuisé. Elle l'a épuisé. Alors est-ce que c'est lié après toutes ces pathologies, ces malaises, etc. sont liés à cette intolérance? C'est difficile de le dire comme ça. On peut pas analyser le dossier comme ça. Ouais, merci en tout cas Geneviève de cet appel, parce que vous avez développé vous avez compris que vous étiez intolérante à la lactose, donc il y a au lactose, pardon. Voilà, je parle bien français. À tout de suite avec Pascal au 3921 depuis Besançon, qui veut nous parler de son mari allergique depuis 30 ans.
18 millions de Français touchés par l'allergie. On peut devenir allergique à tout âge de la vie. Pourquoi une telle hypersensibilité? On en parle avec nos invités Isabelle Bossé et Madeleine Epstein, qui sont toutes les deux allergologues. Wendy Bouchard. Vous y croyez, mesdames, à ce chiffre et à cette projection? D'ici 2050, un Français sur 2 pourrait devenir allergique. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce chiffre-là, qui est quand même pas très réjouissant, pardon? On essaie justement de prévenir la prophétie. Oui. Il ne faut pas qu'elle soit autoréalisatrice. C'est ça, mais comment on fait? Comment nous, on peut se mettre à l'abri de cette hypersensibilité, Isabelle Bossé? Alors le problème, c'est que ce mode de vie occidental dont on parlait, ces modifications d'environnement dont on parlait en début d'émission, sont en train de s'étendre à la planète entière, oui, ou à peu près. Et on voit par exemple émerger dans des pays qui étaient totalement dénués de pathologies allergiques, par exemple en Chine, en Asie du Sud-Est, en Afrique, etc. Ils n'avaient pas ces problèmes de modification du système immunitaire liés à leur environnement, et leur mode de vie faisait qu'ils étaient non allergiques. Mmh. On voit apparaître des allergies importantes, et je pense que c'est cette masse de patients qui est allergique, qui va devenir allergique. En fait, ils sont en train de faire la même chose que nous entre les années 60 et les années 2000, et ils sont en train de faire la même chose de maintenant jusqu'à 2050. D'accord. Donc, effectivement, la prophétie, 50% de la population occidentalisée, je pense, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de moyens de l'enrayer. Ouais. Avec des allergies respiratoires, évidemment, c'est la période du pollen de bouleau, notamment aujourd'hui, des allergies cutanées, des allergies alimentaires dont on a parlé, des allergies croisées, pomme bouleau, vous évoquez cet exemple que vous voyez tout le temps dans vos cabinets. Pascal est avec nous au 39 21. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Wendy, bonjour Julie et vos invités. Bonjour. On vous écoute Pascal, vous vouliez nous parler de votre mari depuis Besançon. Voilà. Alors, mon mari a démarré une allergie, je pense aux alentours de 25 ans. À ce moment-là, il a fait de grosses crises d'asthme, donc il a eu des piqûres de cortisone et puis un traitement qui s'est mis en place, mais je suis plus très précise par rapport au contenu du traitement à ce moment-là. Une allergie respiratoire? Puis, oui, avec de l'asthme. Oui, allergie, oui. Voilà, avec de l'asthme. Et puis, au fil du temps, il est allergique au bouleau, au noisetier. Donc, il a consulté un pneumologue allergologue. Donc, il est depuis plusieurs années sous sérétide à longueur d'année par rapport à l'asthme. C'est un antihistaminique. Oui. Non, pardon. Non, c'est un anti. Voilà. Donc, voilà, il fallait déjà enrayer ou en tout cas éviter qu'il y ait des crises d'asthme. Oui. Et puis, il prend son traitement en gros de février à octobre pendant plusieurs années. Et puis, au fil du temps, il est allergique aux cerises. Il se rend compte que quand on fait du feu dans le poêle, l'hiver, ça devient compliqué. Donc, il continue de prendre des antihistaminiques à ce moment-là. Et finalement, depuis plusieurs années, il prend des antihistaminiques toute l'année. Et ma question était de savoir s'il y avait un danger ou si c'était déconseillé ou s'il fallait... Le traitement, il est renouvelé actuellement par le généraliste. Il ne voit plus vraiment d'allergologue depuis quelques temps. Oui. Donc voilà, savoir qui est le mieux dans une situation comme ça. C'est un traitement de fond, si j'ai bien compris, Madeleine Epstein. Tout à fait. Alors, il n'y a aucun inconvénient à prendre des antihistaminiques aussi longtemps que nécessaire. D'accord. Maintenant, la question qui se pose, c'est la justification de devoir les prendre. Donc effectivement, ça vaut la peine de retourner de temps en temps voir son allergologue, refaire le point de la situation, voir ce qui a changé et comment, s'il y a lieu, de modifier le traitement. Oui, donc il faut plutôt aller voir l'allergologue que le médecin traitant. Non, le médecin traitant, c'est parfait. Mais aujourd'hui, pour refaire un point sur la situation. Oui, mais de temps en temps, il faut quand même refaire un point parce qu'il y a des choses qui évoluent. Notre discours, nos connaissances évoluent, notre discours évolue, donc c'est bien de retourner de temps en temps, voir, et puis la situation du patient évolue, donc de refaire un point, de confronter les points de vue des deux et de voir, finalement, dans votre situation, est-ce qu'il est toujours utile de faire telle ou telle chose? Voilà, Pascal. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il a fait une désensibilisation à un moment donné et que ça n'a pas du tout marché, c'était pire. Oui, donc, depuis la désensibilisation, ça s'est quelque part peut-être amplifié aussi, d'où ce traitement au long cours et au quotidien quelque part. Pascal, difficile de répondre, mais en tout cas la désensibilisation, beaucoup d'auditeurs nous écrivent, ça n'a pas fonctionné chez eux. Oui, alors ça c'est tout à fait possible. La désensibilisation est une thérapeutique qui modifie le fonctionnement du système immunitaire. Donc en fait l'allergie c'est un dysfonctionnement du système immunitaire qui va dans un mauvais sens, on va dire ça, il prend la mauvaise voie, et on essaye avec la désensibilisation de ramener le système immunitaire dans les rails et dans le bon chemin. Malheureusement, on a des patients qui sont des non-répondeurs. Donc ces patients-là, pour le moment, on n'a pas de marqueur ni biologique ni quoi que ce soit pour les dépister au départ. C'est-à-dire qu'en fait, quand on démarre une désensibilisation, on a des arguments d'interrogatoire, d'examen, d'environnement, de
tests, etc., qui justifient qu'on mette en place une désensibilisation pour aider le patient, puisque c'est le seul traitement qui guérit l'allergie. Mais malheureusement, on ne peut pas au départ, prédire si le patient va être répondeur ou non. Merci. Donc, votre mari devait certainement faire partie des non-répondeurs. Bon, merci en tout cas Pascal pour votre appel et donc allez faire un point avec l'allergologue de votre mari. Manoli64 sur le hashtag Europe 1 nous écrit « Toutes ces allergies peuvent-elles venir en partie des éléments nocifs qui se propagent dans l'air ? Je pense notamment aux fumées de toutes sortes. » Elle évoquait la fumée de cheminée. C'est possible ? Bien sûr. Il a été démontré que la pollution atmosphérique aggrave les allergies. Mais alors là, ça explose dans tous les sens. Parce que les particules polluantes modifient la structure des grains de pollen qui deviennent plus allergisants. Les particules de pollution rendent nos muqueuses inflammées et plus réactives et plus sensibles. Ouais, donc il y a un croisement des deux. Oui, il y a une addition, il y a une multiplication, il y a une synergie qui va dans le mauvais sens et tout ça, ça fait exploser. Si on a une suspicion d'allergie, notamment médicamenteuse, est-ce qu'on doit prendre rendez-vous avec un allergologue ? Parfois, il y a 6 mois ou 1 an d'attente, parce que vous n'êtes pas assez nombreux, mais quand même, pour faire le point justement et enquêter un peu sur cette suspicion, Isabelle Bossé. Absolument. On ne reste pas avec un doute sur un diagnostic d'allergie médicamenteuse pour plein de raisons. D'abord parce que le médicament peut être indispensable à un moment de la vie et on se retrouve devant une situation d'urgence où on se dit mais est-ce qu'on donne ou on donne pas ce médicament ? Donc on peut priver les patients d'un traitement qui leur est absolument nécessaire, et parce que une grande majorité des suspicions d'allergie médicamenteuse sont en fait des fausses, quelque chose de totalement différent d'une allergie, et en fait il faut absolument lever le doute sur l'allergie médicamenteuse, c'est très très important. Quel est votre combat là pour les mois, les jours à venir, vous que je libère et qui allait retourner au Palais des Congrès justement pour ce grand congrès des allergologues du monde. Madeleine Epstein, pour terminer en quelques secondes. Le combat, c'est effectivement la reconnaissance de ce qu'est une maladie allergique, de la souffrance que ça induit pour les patients, parce que là on est dans un déni quand même. L'allergie c'est pas un problème de santé publique. Oui. Où on met tout et n'importe quoi de manière c'est ça. courante dans mais l'allergie c'est aussi, important. Il y a des gens qui sont en souffrance, il y a des gens qui ont besoin d'appui, de soutien, de prise en charge, et le problème, le grand combat, c'est de pouvoir aider ces gens et que nous soyons donc assez nombreux. Il faudrait augmenter le nombre de postes d'internes. Oui, complètement. Parce que là on est content, on a des internes, mais ils sont quand même 28 sur toute la France. 28. Face à quand même ce qui devient un des phénomènes ou un des fléaux de demain. Ouais, et pour vous, pour terminer, Isabelle Bossé. Dans un autre ordre d'idées, on a également effectivement il y a des désensibilisations qui marchent pas, mais il y en a beaucoup qui marchent, et les patients sont parfois complètement miraculés grâce à la désensibilisation, et on a une menace de déremboursement de nos produits de désensibilisation, ce qui serait une catastrophe absolue pour les patients. Donc les médicaments de désensibilisation ont été audités par la Haute Autorité de Santé, qui a décidé de baisser le remboursement de 65 à 30%, ce qui reste encore accessible pour la majorité des patients, puisque maintenant tout le monde a une mutuelle. Mais nous avons 4 ans pour la Haute Autorité de Santé réévaluera dans 4 ans les médicaments de désensibilisation, et si nous n'apportons pas de preuves d'efficacité, alors que nous avons des milliers, des centaines de milliers de patients qui ont des résultats qui sont bénéfiques, les traitements risquent d'être déremboursés, et ça c'est un de nos grands combats au niveau du syndicat, parce qu'on priverait nos patients d'une thérapeutique vraiment importante pour eux. Le syndicat français des allergologues que vous représentiez aussi comme présidente, Isabelle Bossé, je rappelle votre livre noir des allergies aux éditions de l'Archipel. Madeleine Epstein, on peut vous retrouver, pour ceux qui sont à Paris, vous avez un cabinet d'allergologie, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant aussi de ces difficultés au quotidien de votre profession, parce qu'on a eu beaucoup d'appels au standard, énormément. Je vous remercie, chers amis auditeurs, je n'ai pas pu tous vous prendre évidemment. On fait le point dans un instant sur nos rêves et nos cauchemars, là encore sujet concernant l'interprétation, on peut la faire quasiment en direct aussi. À tout de suite, Julien.